Sauf que, en fait, il y a des phases comme ça d'énergie très haute et donc aussi d'énergie très basse. Et dans les énergies très basses, on peut vivre en fait des moments de procrastination. Et souvent, ben, on va vachement culpabiliser. On va se dire, bah voilà, je fous plus rien, qu'est-ce qui se passe? Puis l'entourage aussi, l'environnement. Tu vois, les gens, ils vont Mm. pas comprendre pourquoi tu passes du plus plus au moins moins. C'est incompréhensible pour eux parce qu'ils n'ont pas ce fonctionnement. Sauf que, en fait, c'est assez logique. T'as juste, en fait, t'avais comme une batterie, avec l'hyperfocalisation, ça prend une énergie de dingue. Donc ça t'a vidé aussi, en fait. T'as tout vidé d'un coup. Donc il va falloir du temps aussi pour tout simplement reprendre de l'énergie. Il va falloir faire la distinction aussi entre deux choses, c'est la procrastination active et la procrastination passive. Sur le médicament, Ouais, en particulier, les questions, c'est vraiment celle-ci, hein, c'est ouais. est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je vais avoir un troisième bras? Est-ce que je vais devenir accro? Quels sont les effets indésirables? Est-ce que je peux l'arrêter facilement? Euh, En gros, c'est ça les questions qu'on a. Est-ce que je dois le prendre à vie? Tu sais, avec toutes ces caricatures en fait sur le TDAH, et surtout, c'est terrible, mais quand tu commences à parler du TDAH, et là, tu as une grande partie, tu as une sorte de traversée du désert qui va être d'expliquer ce que c'est que le TDAH et finalement de faire face à tous ces stéréotypes, à toutes ces caricatures qu'on peut avoir et surtout aux réactions de l'entourage qui va être très diverses. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, meuf, c'était évident, tu vois. Des gens qui me disent, mais tu peux pas avoir un TDAH, t'as trop bien réussi. Des gens qui viennent me dire, et donc et c'est pour ça, voilà, dans cette session, mon enjeu, ça va être de vous donner des éléments de vocabulaire, en fait, pour court-circuiter tout ce qu'on vient de dire. Des gens qui viennent te dire, mais de toute façon, c'est un truc pour les enfants, c'est un complot de Big Pharma. Enfin, Donc, comment on améliore ces relations qui sont très ambivalentes? Déjà, il faut que le TDAH se connaisse bien. C'est ça. Mm. Ça, c'est vraiment essentiel. Il faut se connaître soi, connaître ses limites, connaître ses forces aussi, parce que du coup, il y a aussi beaucoup de forces où je vais en parler après. Euh, il faut connaître le fonctionnement du TDAH pour le conjoint ou la conjointe. Ouais. Ça veut dire qu'il faut se former, qu'il faut écouter ce genre de sommet. Donc, merci Fabienne d'ailleurs de les créer. C'est très important en fait. Ça va donner des billes aussi aux personnes qui accompagnent les TDAH dans leur quotidien à mieux les comprendre. Et ça n'a pas de prix parce qu'en vrai, tant qu'on ne se comprend pas, il n'y a rien qui avance, hein. On est tous cantonnés sur moi j'ai tel besoin et tu réponds pas, ben, moi j'ai tel besoin et toi tu réponds pas. Ça peut durer des siècles. Voilà. Donc ça c'est complexe. Donc il faut vraiment bien se comprendre et après on va travailler plutôt sur la communication émotionnelle pour créer de la connexion émotionnelle. Et il y a quand on découvre, qu'on a une neuroparticularité, il y a vraiment ce choc de waouh, Ouais. tout vous revient. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une Donc c'est vrai que rétrospective et voilà, quand on est adulte et qu'on découvre des choses, en fait, il y a vraiment tout un parcours à faire. Il y a vraiment le choc, l'acceptation. Enfin, il y a vraiment, ça paraît dingue, mais c'est vrai, il y a vraiment tout un parcours à faire. exactement. Et alors, Au moment de la découverte d'un TDAH de leur enfant, eh bien, eux-mêmes se disent, mais au fait, ce qu'il vit notre enfant, ça nous rappelle ce que nous avons vécu, est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes choses et que c'est souvent par ce biais-là que je vois des parents découvrir leur propre TDAH. Et donc, ce sont souvent ce qu'on appelle des souffrances invisibles qui peuvent marquer en profondeur parce qu'on ne les repère pas dans le temps, et notamment chez les filles qui, justement, ne sont pas dans des manifestations d'hyperactivité physique ou d'impulsivité, mais qui sont plus réservées. Je pense qu'on est beaucoup d'adultes à avoir été diagnostiqués tardivement, à avoir voilà, passé sa vie à se poser des questions. Et donc, je voulais qu'on comprenne pourquoi ce diagnostic arrive tardivement, à quoi il peut servir et surtout comment l'accueillir quand on a 40, 50 ans et quelle est son utilité. Donc autant chez l'enfant, ce sont des symptômes qui sont très reconnaissables, autant chez l'adulte, on a mis en place des stratégies adaptatives qui parfois nous mettent à distance des origines de ce trouble. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'importance en fait d'aller identifier que c'est là où le bas blesse, parce qu'à partir du moment où on a compris ce qui pouvait poser problème, enfin ce qui pouvait être à l'origine
de notre sensation de problème par rapport au monde dans lequel on évolue, on peut mettre en place des stratégies et on peut identifier des ressources très concrètes. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la façon dont je présentais habituellement le cycle menstruel était complètement adaptée aux personnes qui ont un trouble de l'attention. Mais finalement, c'est une façon un peu singulière de le présenter. Donc c'était assez drôle de me rendre compte que, en réalité, voilà, je vais complètement expliquer ce que c'est. Ça veut dire que l'idée, ça va être de comprendre que le cycle menstruel a un impact sur le trouble de l'attention. Donc, si on n'y fait pas attention, il y a certains moments où on va se culpabiliser sans vouloir, avoir l'impression qu'on avait réussi à mettre des routines en place, par exemple, et boum, il y a tout qui dégringole. Cet état de fait qu'il faut bien percevoir que les personnes neurotypiques ont du mal à comprendre parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait de l'impact qu'ils peuvent créer auprès de nous les neuroatypiques et puis nous ce que ça crée à l'intérieur et comment petit à petit en fait on va entasser des couches d'un millefeuille pour en fait calmer tout ça et se dire ben on remet aux autres notre propre vie à quelque part, notre propre estime de nous-mêmes. Et ça, c'est terrible parce que ça peut aller très loin et ça peut pousser vraiment à ne plus être soi-même, à être complètement désolidarisé de soi ou à ne plus du tout se connaître. Et donc, quand on reçoit un diagnostic, c'est là que, en fait, tout ça renaît et on se dit, non, mais attends, parce que là, donc, il y avait ça, là, il y a ça, c'était comme ça. Ah bon, là, je remets ça, je remets ça. Mais en même temps, je suis qui, moi? C'est quoi ma valeur? Qu'est-ce que je représente? Comment je peux faire? Mm. Moi, j'avais vraiment envie dans cette conférence d'apporter un regard nouveau aussi sur le TDAH, c'est-à-dire que, en fait, le TDAH, ce n'est pas qu'une question d'inattention, ce n'est pas qu'une question d'hyperactivité ou d'impulsivité, c'est aussi une question de dysrégulation émotionnelle. Et ça fait vraiment partie du TDAH, c'est un pan dont on ne parle pas forcément, mais ça fait partie des tableaux et c'est vraiment décrit dans la littérature scientifique qu'en fait, les personnes ayant un TDAH ont des difficultés d'inhibition. En fait, c'est-à-dire que tu as du mal à inhiber certains comportements, tu as du mal à inhiber certaines pensées, tu as du mal à inhiber certaines paroles. Et justement, ça se faisait sur quatre grandes fonctions exécutives qui du coup Parmi tous les troubles du neurodéveloppement, c'est vraiment celui qui a le plus mauvaise presse, entre guillemets. C'est celui dont on va dire ça. Je ne pense pas qu'on entendrait dire que la dyslexie, c'est un effet de mode, que la dyscalculie, il y a un effet de mode. Mais en fait, le TDAH, il a mauvaise presse parce que c'est un trouble, moi je pense, qui est plus complexe, qui a une complexité de présentation clinique, tu vois, sur les symptômes qui fait que, comme c'est à la fois cognitif, comportemental, émotionnel, en fait, ça produit un tableau qui fait que les gens se disent, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est pas juste des enfants mal élevés? Donc déjà, les difficultés qu'on peut avoir en tant qu'adulte TDAH, c'est la procrastination. La procrastination, c'est repousser les tâches à faire et surtout les tâches qui ne procurent pas de plaisir. Donc ça, c'est vraiment un symptôme qu'on retrouve hein, chez les enfants, mais qu'on a aussi en tant qu'adulte. Et du coup, bah, voilà, tout ce qui va nous faire traîner un peu des pieds, on va repousser au maximum jusqu'à la date limite. Genre, j'ai un dossier à rendre, bah, je le fais la veille à 11 heures, à 23 heures pour le lendemain 8 heures, parce que voilà, c'est des choses qui nous passionnent pas forcément, et donc du coup, on procrastine. Donc la procrastination, c'est quelque chose qui est donc c'est une difficulté liée au TDAH. Ensuite, on a tout ce qui est tout ce qui est désorganisation. Pour moi, l'organisation, c'est vraiment réussir à reprendre je sais pas comment dire, un peu du pouvoir sur sa vie via reprendre le pouvoir sur son temps. Mm. Et finalement, ce n'est pas juste être bien organisé pour être très structuré. Et c'est pas facile quand on est en adulte parce qu'on est censé être organisé, on est censé faire les choses, ne pas procrastiner, ne pas partir dans tous les sens et finir ce qu'on a commencé, tout ça. Et ça amène beaucoup de culpabilité, euh, même quand c'est pas notre faute. Alors ça c'est dur quoi, de se dire voilà je m'éparpille et mon cerveau il s'éparpille, c'est comme ça.
Eh ben, j'ai une bonne nouvelle. On va parler d'un outil concret et d'une méthodologie que moi j'utilise depuis 2016 et qui m'a complètement changé la vie. Et prendre soin de la relation, ça aussi. La question que j'ai envie d'amener à se poser, c'est qu'est-ce que, justement, on parlait des souvenirs qu'on a de notre enfance, de notre scolarité, etc. Qu'est-ce que dans, je ne sais pas quel est l'âge des enfants, des parents qui nous regardent, mais qu'est-ce que dans 10 ans, 20 ans, vous avez envie que votre enfant se rappelle? Est-ce que c'était toutes ces soirées prises de tête autour des devoirs ou tous ces moments parce qu'on a reçu le bulletin et qu'il y a des commentaires désobligeants ou des mauvaises notes? Est-ce que c'est de ça que vous avez envie de vous dire qui se rappelle avec souvent cette petite voix derrière qui va être je déçois mes parents. Je suis maman d'un enfant neuroatypique, comme beaucoup certainement, surtout sur ces congrès. Et du coup, ben, je l'ai accompagné, soutenu. Parfois, j'ai été submergée quand je l'ai éduqué. Et surtout, et c'est là, je fais le lien par rapport à ce sommet-là, surtout le fait d'éduquer cet enfant, ça m'a permis de revisiter mon enfance à moi et notamment du lycée au jeune adulte. Et à l'époque, j'avais vraiment pas les codes. Alors vraiment pas les codes. Et donc, ben, notamment, je me rappelle d'une fois au lycée en seconde où quelqu'un passe et me demande comment vas-tu? Et je lui réponds comment j'allais. Et elle m'a arrêtée, elle m'a dit non mais en fait on s'en fout, hein, ce sont des convenances. On te dit comment vas-tu, tu réponds comment vas-tu et tu passes ton chemin. Souvent, ce qu'ils nous disent aussi, c'est je suis perçue comme pas fiable. Tu Hmm. vois, j'ai dit oui, c'est moi qui m'occupe de la révision annuelle de la voiture, et puis en fait, ça passe à l'as tu vois, une fois, deux fois, et donc finalement, les autres disent oui, ben comme d'habitude, ça retombe sur mes épaules. Et en fait, c'est juste que le truc, tu l'as zappé, quoi. Donc voilà, ça peut poser ce problème-là. Moi, j'aimerais être digne de confiance, et j'ai l'impression que c'est pas finalement ce que je dégage, quoi. Parce que ça peut être aussi, j'ai oublié d'aller chercher les enfants à l'école. Je vais le faire, hein, mais je vais le faire quand j'aurai terminé ce que je suis en train de faire, alors qu'en fait, il y a un horaire assez précis, quoi. C'est quelque chose de particulier qui va être extrêmement pertinent dans la gestion du trouble de l'attention et chez les enfants et chez les adultes, parce que ça va être un entraînement. On parle bien d'entraînement cérébral, Fabienne, tu vois. Et là, on va venir entraîner notre cerveau à faire quelque chose de très particulier. Qu'on soit TDAH ou qu'on ne le soit pas, le cerveau, il est construit sur une forme de plasticité. La plasticité, c'est la capacité de chaque cerveau à apprendre, à changer, à évoluer. Plus un cerveau va être plastique,